L'incident de Port Stephens. En 1918, un groupe de pêcheurs de homards expérimentés travaillant en eau profonde au large de la côte est de l'Australie revinrent à terre un après-midi. Ils refusèrent de repartir en mer. Ce n'étaient pas des pêcheurs sportifs occasionnels. C'était ce que les habitants appelaient les « crayfishmen du large », les pêcheurs de langoustes des grandes profondeurs de Port Stephens. Ils travaillaient les récifs extérieurs et le bord du plateau continental. Ils se trouvaient à des kilomètres au-delà des eaux protégées du port. C'étaient des Grecs australiens d'origine, endurcis par des années en haute mer, habitués au mauvais temps, aux fortes houles, aux risques physiques de leur métier. C'était le genre d'hommes qui, en règle générale, ne s'effrayaient pas facilement. En 1918, quelque chose les effraya à tel point qu'ils abandonnèrent les zones de pêche les plus productives de cette portion de côte. Ils perdirent des revenus. Ils perdirent leur prise. Ils perdirent leur place dans la rotation des zones de pêche. Un naturaliste respecté de Sydney vint les interroger. Les hommes lui racontèrent une histoire cohérente d'un témoin à l'autre. Une histoire que rien dans la science marine de l'époque ne pouvait expliquer. Le naturaliste avait construit sa réputation publique en démystifiant exactement ce genre de récit. Il consigna celui-ci par écrit. Il y apposa son nom. Il le maintint jusqu'à la fin de sa vie. Ce naturaliste s'appelait David George Stead. Le récit qu'il rédigea est le témoignage oculaire isolé le plus cité de toute l'histoire de la cryptozoologie australienne des grandes profondeurs. Il a été cité, paraphrasé et débattu depuis plus de 100 ans. Les récits cryptozoologiques comme les lectures sceptiques rigoureuses s'accordent sur un même fait sous-jacent. Quelque chose s'est produit en 1918 dans les eaux au large de l'île Brouton. Les hommes présents ont décrit ce qu'ils ont vu. L'inspecteur des pêches locales a corroboré leur terreur. Le naturaliste qui a rédigé le récit n'était pas un homme crédule. Et à ce jour, aucun biologiste marin n'a pu identifier avec une pleine certitude ce que ces pêcheurs ont réellement rencontré. Ce que les pêcheurs ont vu au bord du plateau continental australien en 1918. Pourquoi un scientifique reconnu, doté d'un passé public de démystification d'histoires de monstres marins, a accepté leur récit? Ce que la biologie marine actuelle, plus de 100 ans plus tard, ne peut toujours pas exclure au sujet des eaux profondes au-delà du bord du plateau. Le lieu. Commençons par le lieu. Port Stephens est un grand port naturel sur la côte centrale de Nouvelle-Galles du Sud, à environ 200 km au nord de Sydney. Il est abrité et profond. Il est protégé du Pacifique ouvert par une paire de promontoires qui canalisent les navires à l'entrée et à la sortie. Aujourd'hui, il fait vivre le tourisme, la navigation de plaisance et une petite flotte de pêche commerciale. En 1918, c'était un port actif. Ces pêcheurs partaient quotidiennement depuis le port intérieur. Ils franchissaient les caps. Ils travaillaient l'océan ouvert à l'est et au nord-est. Les zones de pêche aux homards les plus productives de cette période se trouvaient au large de l'île Brouton, une petite île rocheuse à environ 14 km au nord-est de l'entrée du port. L'île Brouton se situe au bord du plateau continental et australien. À l'ouest, le plateau est relativement peu profond, avec des profondeurs de l'ordre de 100 à 200 m à l'est, le fond marin s'effondre brutalement dans la plaine abyssale. Sur une courte distance horizontale autour de l'île, la profondeur passe de 150 mètres à plus de 2000 m. La frontière entre les eaux côtières et l'océan pélagique véritable passe presque directement sous les zones de pêche au homard. Cela a son importance. La faune marine du plateau intérieur est bien caractérisée, requins connus, raies connues, poissons connus. La faune des eaux profondes juste au-delà du bord du plateau, sur le talus continental et australien, est aujourd'hui encore l'une des régions les moins étudiées de l'océan mondial. En 1918, lors de l'incident de Port Stephens, c'était quasiment une page blanche. Les crayfishmen du large posaient leurs casiers à homards au bord de cet inconnu. Les casiers disparus. Un casier à homards traditionnel du début du XXe siècle était un équipement conséquent. Les casiers utilisés près de l'île Brouton mesuraient environ 1,07 m de diamètre. Ils étaient construits de bois lourd et de fils métalliques. Ils étaient conçus pour reposer sur le fond marin, à des profondeurs hors de portée des plongeurs occasionnels. Chaque casier était ancré par des lignes de mouillage lestées au fond. Un casier productif, une fois remonté,
pouvait contenir entre 2 et 3 douzaines de langoustes adultes, chacune pesant plusieurs kilos. Le poids combiné d'un casier chargé, fil métallique, bois, lignes de mouillage et prises compris, était considérable. Le remonter exigeait un effort humain délibéré avec un avantage mécanique. Ce que les pêcheurs rapportèrent en 1918 fut que, pendant plusieurs jours consécutifs, quelque chose dans l'eau sous leur bateau soulevait les casiers, non pas en les ouvrant pour piller leur contenu, mais en les emportant entièrement. Casiers, lignes de mouillage, prises complètes de langoustes, tout disparaissait. Les pêcheurs arrivaient à leur bouée de marquage et ne trouvaient rien au fond. Les casiers avaient simplement disparu. Ceci en soi était déjà suffisamment inhabituel pour être remarquable. Diverses espèces de requins sont connues pour interférer avec le matériel de pêche. Il leur arrive de mordre à travers les lignes ou de détruire des filets en attaquant des proies prises au piège. Ils ne soulèvent pas, normalement, des casiers entiers. La force nécessaire ne correspondait à aucun comportement connu chez les espèces de requins que ces pêcheurs avaient déjà rencontrés. L'apparition. Et puis ils le virent. Les témoignages recueillis par Stead auprès de plusieurs témoins étaient cohérents sur les détails généraux. L'animal fut visible en surface lors d'au moins une des rencontres. Dans la description à laquelle les pêcheurs grecs australiens revenaient sans cesse, il était d'un blanc fantomatique, blanc-craie, d'une pigmentation différente de tout requin connu à habiter la région. Le contre-ombrage dorsal typique d'un grand requin blanc, le dos gris sombre, le ventre plus clair, la transition nette entre les deux, ce n'était pas ce que les pêcheurs avaient vu. Ce qu'ils avaient vu était un animal pâle de la tête à la queue, fantomatique dans sa visibilité à travers l'eau verte de la côte australienne. Les estimations de taille sont l'aspect où le récit devient véritablement difficile à interpréter. Les pêcheurs donnèrent une fourchette. Les estimations les plus courtes comparaient l'animal à la longueur du quai sur lequel il se trouvait, soit environ 35e. Les estimations les plus longues allaient plus haut encore. Certains témoins décrivirent l'animal comme mesurant au moins 90 mètres de long. Stead, à son crédit en tant que rapporteur, ne retint pas un chiffre unique. Il consigna honnêtement la fourchette. Il laissa au lecteur le soin de juger lui-même le rôle de la peur, de la perspective, de la tendance bien connue des observateurs effrayés à surestimer la taille des grands animaux. Même en tenant compte d'une exagération substantielle, l'extrémité basse de la fourchette ne correspond à aucune espèce connue de requin vivant dans les eaux australiennes en 1918. Elle ne correspond à aucune espèce connue de requin vivant dans les eaux australiennes en 2026. Le plus grand requin blanc jamais mesuré de manière fiable atteint environ 6,5 mètres. Les plus grands spécimens connus de tout autre grand requin prédateur de la région, requin tigre, requin griset, n'atteignent même pas 10e. L'estimation la plus basse et la plus crédible des témoins de Port Stephens dépassait de plus de 3 fois la longueur maximale confirmée de toute espèce de requin connu à habiter le plateau australien. Le refus de retourner en mer. Les pêcheurs, après ces rencontres, refusèrent de retourner sur les zones de pêche de l'île Brouton pendant plusieurs jours. C'est ce détail, plus que tout autre, qui rend le récit difficile à rejeter comme une simple histoire de marin. Ces pêcheurs professionnels dépendaient pour leur gagne-pain d'un accès continu aux zones les plus productives de la région. Abandonner ces zones représentait une perte économique significative. Ils le firent quand même. Quoi qu'ils aient vu, ils n'avaient aucune envie de le revoir. L'inspecteur des pêches locales de Nouvelle-Galles du Sud, un homme nommé Patton, vint enquêter. Patton était un fonctionnaire. Son travail consistait à gérer les pêches, pas à entretenir des histoires. Il interrogea les pêcheurs séparément. Il examina leurs bateaux et leur équipement. Il s'entretint longuement avec chaque témoin. Dans son propre rapport transmis à Stead, il confirma le récit des pêcheurs sur le point central: quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Ces hommes n'inventaient rien. La peur qu'ils manifestaient, écrivit Patton, n'était pas la peur d'hommes en train de raconter une histoire à dormir debout. Le scientifique. C'est ici que Stead entre véritablement dans l'histoire. Stead était, en 1918, l'un des biologistes marins australiens les plus reconnus de sa génération. Né en 1877, il avait construit une carrière de naturaliste de terrain, ichtyologiste et gestionnaire des pêches. Il fonda la Société de préservation de la faune sauvage d'Australie. Il dirigea l'industrie du chalutage de l'État de Nouvelle-Galles du Sud.
Il publia largement dans la science halieutique de son époque. C'était, selon les standards de l'époque, un scientifique sérieux à la position institutionnelle solide. Il était aussi, fait important, un sceptique reconnu. En 1907, 11 ans avant la rencontre de Port Stephens, Stead avait publiquement démystifié une observation de monstres marins qui avait brièvement agité le port de Sydney. Cette démystification l'établit dans l'opinion publique comme un naturaliste dont la position par défaut face aux observations marines extraordinaires était l'incrédulité. En 1918, avec l'incident de Port Stephens, sa position par défaut changea. Stead interrogea les pêcheurs. Il s'entretint avec l'inspecteur Paton. Il examina les preuves matérielles qui subsistaient, l'absence des casiers, les lignes de mouillage rompues, l'équipement endommagé. Au lieu de démystifier le récit comme il l'avait fait une décennie plus tôt, il le consigna. Il l'écrivit dans ses notes contemporaines. Il conserva ces notes pour le reste de sa carrière. Vers la fin de sa vie, en préparant une publication posthume majeure intitulée Sharks and Ray of Australian Seas, il inclut l'incident de Port Stephens dans le texte. Le livre fut publié en 1963 par Angus and Robertson à Sydney, 6 ans après la mort de Stead. Le récit de Port Stephens y figure sous le nom même de Stead. C'est la source documentaire primaire de l'incident, et elle a servi de base à tous les récits ultérieurs. La phrase la plus souvent citée se trouve vers la fin du traitement de Stead. L'inspecteur des pêches de l'époque, Paton, s'accorda avec lui sur le fait qu'il devait s'agir de quelque chose de véritablement gigantesque pour plonger des hommes expérimentés dans un tel état de peur et de panique. Cette phrase, plus que toute autre, explique pourquoi l'incident de Port Stephens demeure dans la littérature depuis plus de 100 ans. Ce n'est pas un pêcheur qui parle. C'est un scientifique reconnu, en fin de vie, doté d'un long passé de démystification de ce genre précis d'histoire. C'est le jugement réfléchi, consigné pour une publication posthume, que les hommes qui l'avaient interrogé avaient véritablement vu quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. La question demeure, quoi ? L'hypothèse du mégalodon. La première hypothèse, celle qui a fait sortir le récit de la littérature scientifique pour l'introduire dans la littérature cryptozoologique, est que les pêcheurs auraient rencontré un spécimen survivant d'Otodus mégalodon. Le mégalodon était le grand requin prédateur du Miocène et du Pliocène. Le plus grand requin du registre fossile, un animal connu grâce à d'abondantes preuves dentaires et vertébrales. Les longueurs corporelles adultes sont estimées entre 15 et 20 m. Cette hypothèse apparaît à plusieurs reprises dans les travaux d'auteurs comme Bernard Revelman, Karl Schuker et Loren Coleman, dans le champ devenu connu sous le nom de cryptozoologie. Elle a un certain attrait. Les estimations de taille des pêcheurs de Port Stephens, à leur extrémité basse, seraient compatibles avec un très grand mégalodon. La coloration pâle est plus difficile à concilier avec ce que l'on sait de la pigmentation probable du mégalodon. Le registre fossile ne peut pas nous dire avec certitude quelle était la couleur du mégalodon. La question de la pigmentation reste au moins ouverte. Cette hypothèse présente cependant de sérieux problèmes, et il faut être honnête à leur sujet. Le premier problème est la date d'extinction. Otodus mégalodon, selon toutes les preuves disponibles, s'est éteint il y a environ 3,6 millions d'années. L'analyse statistique la plus rigoureuse de cette extinction, une étude de 2014 publiée dans PLOS ONE par Catalina Pimiento et Christopher Clement, situe la disparition finale de l'espèce à environ 3,6 millions d'années avant le présent. Cette extinction est étayée par des données biogéographiques mondiales. Elle est étayée par des preuves isotopiques. Elle est étayée par l'absence complète de tout matériel mégalodon postérieur au Pliocène dans les principales formations marines fossilifères. Le deuxième problème est l'habitat. Les mégalodons étaient des prédateurs des eaux côtières chaudes. Les preuves fossiles les situent le long d'anciens littoraux, dans des eaux de plateau continental peu à modérément profondes, chassant des baleines et d'autres grands mammifères marins. Ce n'étaient pas des animaux des grandes profondeurs. Ce n'étaient pas des animaux de la zone abyssale. Ils n'étaient pas adaptés aux environnements froids, sombres et pauvres en nourriture des plaines abyssales. L'image populaire du mégalodon se cachant dans les fosses océaniques profondes en attendant d'être découvert est biologiquement à l'envers. L'espèce, si elle avait survécu, n'aurait pas survécu dans l'océan profond. Elle aurait survécu dans les eaux côtières chaudes, où la biologie marine moderne documente intensivement la faune depuis plus de 100 ans.
Le troisième problème concerne les signatures populationnelles. Un prédateur de sommet de 15 à 20 mètres chassant des mammifères marins laisserait des traces. La science marine moderne détecte ces traces de manière routinière. Des carcasses de baleines portant des marques de morsures caractéristiques du mégalodon seraient retrouvées. L'analyse isotopique des tissus de baleines révélerait cette prédation de sommet. Les populations de proies montreraient des réponses caractéristiques à la présence d'un mégaprédateur. Aucune de ces signatures n'a été observée dans aucun écosystème marin moderne. Il y eut un bref moment en 1959 où cette conclusion sembla remise en question. Le biologiste Vladimir Tchernevski publia un article dans Nature affirmant que des dents de mégalodons draguées du fond du Pacifique étaient moins érodées qu'attendu. Il suggéra que l'espèce aurait pu survivre jusque dans un passé géologique récent. L'article attira une attention considérable. Il attira aussi, dans les années qui suivirent, le type d'examen approfondi que toute affirmation de cette ampleur attire. Une datation radiométrique ultérieure data les dents en question du Miocène au Pliocène. L'argument d'une survie tardive fut écarté. Le dossier fut clos. L'article de 1959 ne représente pas l'état actuel de la science. L'état actuel de la science est qu'Otodus mégalodon s'est éteint au Pliocène et n'a pas été vivant sur Terre depuis lors. Les hypothèses alternatives. Si l'incident de Port Stephens n'impliquait pas un mégalodon survivant, plusieurs hypothèses plus conservatrices ont été proposées. L'alternative la plus citée est que les pêcheurs auraient rencontré un très grand requin-baleine, Rhincodon typu, adoptant un comportement alimentaire inhabituel. Les requins-baleines atteignent des longueurs confirmées de 12 à 18 m. Ils sont présents dans les eaux de Nouvelle-Galles du Sud et sont connus pour s'alimenter par filtration de proies agrégées. Un argument avancé par l'écrivain Max Osborne et d'autres est que l'animal de Port Stephens aurait pu être un requin-baleine utilisant cette alimentation par filtration pour vider les casiers à homards, non pas en les détruisant en tant que prédateurs, mais en les traitant en tant que filtreurs. Cette hypothèse du requin-baleine a ses propres problèmes. Les requins-baleines ne sont pas d'un blanc pâle. Ils portent une pigmentation mouchetée distinctive que des pêcheurs expérimentés auraient reconnue. Les estimations de taille des témoins de Port Stephens, même à leur extrémité conservatrice, représentent à peu près le double de la longueur maximale confirmée d'un requin-baleine. Et le fait de soulever des casiers entiers, lignes de mouillage comprises, ne correspond à aucun comportement documenté chez le requin-baleine. Une seconde alternative est que l'animal était un grand requin blanc de taille exceptionnelle, à la pigmentation anormale. Des grands requins blancs leucistiques et albinos ont été documentés, notamment un juvénile leucistique confirmé en Australie méridionale en 2015. Un individu de pigmentation inhabituellement pâle pourrait expliquer la description fantomatique. Le problème ici est la taille. Le plus grand requin blanc mesuré de manière fiable dans l'histoire atteint environ 6,5 mètres. L'animal de Port Stephens, selon l'estimation la plus conservatrice, aurait mesuré plus de 5 fois cette longueur. Un individu de cette taille ne s'inscrit pas dans la fourchette biologique établie de l'espèce. Une troisième alternative, celle qui correspond le plus précisément aux données tout en offrant l'explication la moins satisfaisante, est que les estimations de taille des pêcheurs furent considérablement exagérées par la peur. Il est bien documenté que les témoins oculaires, surtout lorsqu'ils sont terrifiés, surestiment la taille des grands animaux. Un grand requin blanc de taille inhabituelle et de pigmentation inhabituelle attaquant les casiers à homards pourrait en principe expliquer le comportement observé. L'estimation de 35 mètres serait, dans cette lecture, simplement erronée. L'animal mesurait peut-être 8 ou 10 mètres, une taille exceptionnelle pour un grand requin blanc, hors fourchette documentée mais pas impossible. Le reste relèverait de l'amplification de la mémoire sous le stress. C'est l'explication sur laquelle la biologie marine dominante s'est globalement arrêtée. C'est aussi l'explication qui, tranquillement, écarte ce que les témoins ont réellement dit. Le témoignage des pêcheurs n'a pas été réfuté. Il a été écarté. La corroboration de l'inspecteur Paton n'a pas été réfutée. Elle a été écartée. Le récit signé par Stead, rédigé par un scientifique reconnu ayant passé sa carrière à démystifier exactement ce genre d'histoire, n'a pas été réfuté. Il a été écarté. Les pêcheurs de Port Stephens étaient expérimentés. Ils voyaient régulièrement des grands requins blancs et auraient su reconnaître leur apparence. L'inspecteur Paton les interrogea soigneusement. Et pourtant,
Le naturaliste sceptique accepta leur récit. Aucun d'entre eux ne conclut que l'animal était un requin ordinaire de la région, simplement mal identifié. Tous crurent avoir vu quelque chose en dehors de la faune connue. Ce qui reste. Voici l'état véritable de la question. L'incident de Port Stephens ne